L'art est une garantie de santé mentale, nous dit Louise Bourgeois. Je ne peux pas être plus d'accord avec quelque chose que cela. C'est une citation parfaite pour commencer ce nouvel épisode du podcast Énergie créative, équilibre intérieur. Bonjour à toutes et à tous. J'ai une question pour vous. Avez-vous déjà ressenti un apaisement immédiat en entrant dans un musée? Ou une énergie nouvelle après avoir chanté en chœur? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Et ça va être le sujet de de ce podcast, de ce rendez-vous. J'espère que vous attendiez ce nouvel épisode avec impatience. On va parler du lien entre l'art et la santé mentale. Et avant de commencer, je vous fais déjà un cadeau. Je vous offre un atelier d'initiation à la méthode Zentangle. Ça va être le premier lien sous la vidéo. Vous pouvez aller vous inscrire. Il y a juste un petit formulaire à remplir et vous aurez accès à une vidéo. Je ne sais plus, elle doit faire pas loin de 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, je ne sais plus exactement, parce que c'est une vidéo que j'ai déjà faite depuis un certain temps, depuis le temps que j'enseigne la méthode Zentangle. Donc, j'ai envie que vous pratiquiez les arts pour votre bien-être. Et donc la méthode Zentangle que j'enseigne avec grande joie, une pratique de relaxation par le dessin, elle est parfaite pour cela, pour vous donner confiance, pour vous initier à une pratique artistique à des fins méditatives, à des fins de relaxation. Que vous ayez l'habitude de dessiner ou d'un autre art, un autre art graphique, un autre art visuel, que vous soyez débutant, elle va vous apporter des bienfaits, des bénéfices, et en particulier la réduction du stress, de l'anxiété, la peur de l'inconnu, savoir prendre des initiatives. Voilà, ça va bien au-delà de la partie artistique. Donc, ça va être un peu le sujet de ce podcast aujourd'hui. Euh, mais je vais aller au-delà de la méthode Zentangle, je vais parler des arts en général. Le point de départ de ce podcast, de ce nouvel épisode, c'est un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui est paru en 2019. En effet, ils ont publié un rapport historique synthétisant plus de 3000 études pour affirmer une vérité longtemps pressentie par les philosophes, mais désormais prouvée par la science. L'art est bénéfique pour la santé physique et mentale. Le rapport conclut que les activités artistiques permettent de réduire l'anxiété, de lutter contre la douleur et d'améliorer la santé mentale. Pour explorer ce sujet, dans ce podcast, je vais m'appuyer donc sur ce rapport officiel, le rapport de l'OMS, mais également sur les travaux du neurologue Pierre Lemarquis, qui est l'auteur du livre L'art qui guérit, que je vous conseille fortement de lire. Et donc dans cet épisode, nous allons comprendre justement ce que le neurologue appelle l'empathie esthétique et découvrir comment une simple exposition artistique ou la pratique d'un art peut agir comme un médicament sans effet secondaire. Parce que oui, c'est confirmé, les arts jouent un rôle essentiel dans notre épanouissement, de la naissance jusqu'à la fin de vie. C'est une pratique qui va prendre différentes formes, que ce soit l'écoute de la musique, d'un chant, les berceuses chantées par sa maman, par exemple, ou les premiers pas de danse. Un bébé, un enfant va souvent bouger en rythme et danser jusqu'à la fin de vie. Alors vous aurez dans votre vie différents moments artistiques, parfois des pauses où vous n'allez pratiquement plus être en contact avec l'art, mais vous allez voir que les arts sont tellement divers et que la pratique artistique au sens large est tellement diverse que c'est rare qu'on s'arrête, qu'on n'ait plus du tout de contact avec les arts dans sa vie. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi affirmer que ça nous suit tout au long de notre vie, et c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Pour réaliser ce podcast, bien sûr, je vais m'appuyer également sur mon expérience professionnelle en tant qu'enseignante de la méthode Zentangle, donc cette pratique de relaxation par le dessin, et également mon expérience de praticienne en relaxation sonore, puisque j'utilise tout un tas d'instruments, des instruments intuitifs, des sonorités aussi, ma voix, beaucoup, je chante,
Et bien sûr, je vais m'appuyer sur mon expérience personnelle. Car si je doute régulièrement de qui je suis, ce que je veux faire, ce que je veux donner au monde ou garder secrètement pour moi, eh bien, il y a une chose qui ne m'a jamais fait douter. Je suis un être musical, une personne habitée par la musique, en lien profond avec cet art. Voilà, ça a commencé par mon envie de devenir chanteuse. Euh, j'ai commencé très jeune, surtout à l'adolescence, c'est sûr. Je rêvais de monter sur scène, d'avoir un groupe. Euh, et, euh, mais cette envie, elle a commencé par la danse. J'ai commencé toute petite, vers l'âge de 6 ans, à danser, à suivre des cours de danse. Mais très vite, ça s'est transformé en l'envie de chanter. Je me voyais plus en carrière professionnelle chanteuse que danseuse. Mais bon, le mouvement, c'est sûr, le mouvement de danse, ça me suit aussi beaucoup. Et donc avec cette envie de chanter, j'ai aussi voulu jouer de la musique pour m'accompagner. Donc j'ai pris des cours de guitare et j'ai joué un petit peu de guitare. J'ai d'ailleurs encore mes deux guitares à la maison. Puis j'ai abandonné la pratique musicale parce que voilà, mes études, la vie professionnelle, je n'ai plus chanté, je n'ai plus dansé, je n'ai plus joué d'instruments de musique. Mais par contre, je n'ai jamais cessé d'écouter de la musique. La musique m'accompagne depuis voilà, toute petite. J'ai toujours écouté de la musique et j'adore ça. Euh, J'adore me faire des playlists, j'adore découvrir des nouveaux talents, des nouveaux morceaux, que ce soit de la musique instrumentale ou de la musique rock ou de la musique pop ou de la techno, du hip-hop. Enfin bon, j'écoute de tout. Je suis une fan de musique et je peux aller dans plein de domaines musicaux peuvent me toucher en fait. Donc je reste très 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 ouverte. J'aime ressentir et je ressens fortement les émotions que la musique me fait vivre. Et puis dans ma quête de sens, on entame tous une quête de sens à un moment dans sa vie, moi ça doit faire une dizaine d'années, la pratique musicale est revenue en force avec le chant, je me suis même inscrite dans des chorales, puis j'ai recommencé à jouer de la musique avec des instruments intuitifs que j'utilise pour mes relaxations sonores, donc j'ai recommencé à, à être, voilà, à me dire, t'as quand même envie de jouer. Alors ça a commencé, il y a eu des percussions, et puis je suis fascinée par un instrument qui est le hangpan. Donc du coup, j'ai eu très envie de jouer ce genre d'instrument. Finalement, je suis allée vers le ravast. Je pourrais vous le montrer. Il est pas loin de moi là, mais j'avais pas prévu de le montrer à la vidéo, donc je l'ai pas sorti. Je vous mettrai peut-être un petit complément ou un lien, une photo pour que vous alliez voir ce que c'est. Donc c'est des instruments, des soucoupes métalliques, donc entre la percussion et l'instrument à cordes, enfin ça, c'est comme une cloche aussi, ça résonne et j'adore cet instrument. Moi, je vous mettrai, tenez, je vous mettrai pour que vous allez écouter, pardon, pour que vous découvriez cet instrument, je vous mettrai un lien aussi en dessous de la vidéo avec des groupes que j'aime bien, enfin au moins un, enfin je vous mettrai un morceau ou un album. Alors, du coup, c'est plus fort que moi, cet attrait pour les arts, pour la musique en particulier, et ça me fait un bien fou. Et puis, il y a aussi dans ma vie l'art plus graphique, l'art visuel, celui qu'on voit, celui qu'on savoure des yeux. Cet art-là, il m'inspire aussi depuis l'enfance, il me captive même parfois. Ça n'a jamais cessé non plus, au point de devenir moi-même une artiste et de transmettre ma passion lors d'ateliers créatifs. Alors du coup, moi je vous raconte un peu ma vie, mon parcours avec les arts, mais vous, quelle relation entretenez-vous avec l'art? Eh bien j'ai bien envie de savoir, et je suppose que les auditeurs ont envie de savoir également, les auditeurs, les auditrices, ont envie de savoir, donc mettez-nous un commentaire sous la vidéo pour nous dire quelle est cette relation avec l'art. Est-ce que vous débutez? Est-ce que vous avez envie de vous y mettre mais vous n'osez pas? Est-ce que l'art vous a toujours intéressé depuis tout jeune? Voilà, où vous en êtes dans votre parcours et puis peut-être aussi les arts que vous pratiquez ou les arts que vous on va dire, consommez en tant que récepteur, réceptrice. Est-ce que vous écoutez de la musique? Est-ce que vous allez encore au cinéma? Les arts vous font vibrer?
On a envie de tout savoir. Donc mettez-nous ça en dessous, en commentaire de la vidéo. Alors qu'est-ce que nous allons voir plus précisément dans ce podcast? Nous allons explorer ce que dit la science, également les recommandations de l'OMS et comment l'art agit concrètement sur notre cerveau et nos émotions. Et puis je vous encouragerai à voir certaines pratiques artistiques. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout. Nous allons voir que l'art n'est pas un luxe, mais un pilier de notre santé, en particulier la santé mentale. Bon, commençons par le commencement. De quoi parle-t-on exactement quand on dit art? Art au pluriel d'ailleurs. On peut dire art au singulier, mais j'aime bien l'utiliser au pluriel, parce que pour moi les arts sont multiples. Donc effectivement, le spectre est large. On a largement le choix quand on parle d'art. Cela inclut les arts du spectacle. Alors vous connaissez quoi en art du spectacle? La musique, la danse, le théâtre, mais également les arts visuels comme la peinture, la sculpture. Et puis la littérature, n'oublions pas. Lire également, écrire, c'est un art littéraire. Mais aussi la fréquentation des lieux culturels, comme les musées ou les festivals, aller à un concert. Donc il y a deux façons de bénéficier de l'art, des arts. Première façon, être actif, peindre, écrire, jouer d'un instrument. Deuxième façon, être réceptif, aller au cinéma, lire, écouter de la musique. C'est peut-être d'ailleurs là où se trouve la plus grande partie de la population, elle est plus dans l'acte réceptif que d'être vraiment actif dans l'art. Et d'ailleurs, où vous vous situez? Est-ce que vous êtes... Moi, je suis vraiment dans les deux. Mais peut-être que vous êtes pour l'instant que réceptif et vous avez envie d'aller vers plus actif. C'est peut-être des questions qui vous n'osez pas, vous posez un peu la question aujourd'hui. En tout cas, ce que je peux vous confier, ce que je peux vous affirmer, c'est que dans les deux cas, les bienfaits sont réels. Que ce soit que vous soyez actif ou réceptif, les bienfaits seront là. Mais alors, comment ça marche tout ça? Les activités artistiques mobilisent plusieurs leviers simultanément. Elles déclenchent des émotions, elles stimulent notre imagination et elles sollicitent nos sens et notre cognition. Et sans oublier qu'elles favorisent l'interaction sociale. Souvent on oublie que l'art, c'est aussi du lien social. Alors concrètement, cela se traduit par 4 types de réponses chez l'individu, donc chez l'individu, chez vous, chez moi, chez tout être humain. On a une réponse psychologique, on a donc une meilleure régulation de nos émotions. Et puis on a une réponse physiologique, avec une réduction des réponses hormonales au stress. Donc ça diminue le stress. Ça c'est top. Et puis, on a une réponse comportementale. Effectivement, ça développe de nouvelles compétences. Et enfin, une réponse sociale avec une réduction de l'isolement, puisqu'elle favorise le lien social. Alors, ce n'est pas juste une impression de bien-être passager. L'OMS souligne que ces activités agissent aussi bien en prévention, donc pour maintenir le cap, éviter une maladie, par exemple, que dans le domaine curatif, dans le domaine du soin, en soutenant les personnes atteintes de maladies chroniques ou de troubles neurodéveloppementaux. Voilà, entre autres, mais vraiment dans le domaine du soin, donc prévention ou curatif, on peut avoir des bénéfices par des activités artistiques. Donc finalement, l'approche par les arts, c'est une approche globale, car l'art ne soigne pas seulement un symptôme, il prend soin de la personne dans sa globalité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes dans ce secteur-là, peut-être que vous êtes art-thérapeute, peut-être que vous êtes artiste, ou même si vous êtes en mode réceptif, si vous êtes spectateur d'art, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un soin global? Moi, en tout cas, j'en suis persuadée parce que, déjà, c'est sûr, la santé mentale, j'en vois les bénéfices tous les jours, que ce soit pour moi ou dans mes ateliers, pour mes étudiantes, comme j'aime les appeler.
Mais forcément, ça a des bienfaits pour la santé mentale, ça va jouer sur votre bien-être physique également. Pour moi, tout est vraiment très, très lié, et pour la science aussi d'ailleurs. Alors penchons-nous maintenant plus précisément sur ce qui se passe dans notre tête lorsqu'on contemple une œuvre d'art. Donc là, la partie réceptive de l'art, la contemplation. Le rapport de l'OMS de 2019 confirme que les arts apportent une aide psychologique, physiologique, sociale et comportementale, comme je viens de vous l'expliquer. Mais Pierre Lemarquis va plus loin dans son livre L'art qui guérit, il explique le comment. En effet, il décrit un phénomène crucial. Face à une œuvre d'art, notre cerveau ne reste pas passif. Lemarquis cite des études en neurosciences montrant que lorsque vous regardez un tableau, par exemple la Joconde pour citer un des tableaux les plus connus au monde, votre cerveau fonctionne comme si vous étiez réellement face à une personne vivante. Il active des zones de la reconnaissance faciale et de l'interaction sociale. Même si l'œuvre n'est pas biologique, physique, c'est pas un être vivant, votre cerveau la traite comme un partenaire social. C'est ce que Lemarquis nomme l'empathie esthétique. Alors concrètement, qu'est-ce que cela provoque? Une baisse du stress. Le neurologue explique que l'observation d'une œuvre qui nous plaît fait chuter le taux de cortisol, l'hormone du stress. Mais des études ont aussi montré que la baisse du cortisol intervient après 45 minutes de pratique artistique. C'est une étude de l'université de Drexel de 2016 que je cite ici. Et donc vous voyez que la baisse du stress, elle peut avoir lieu en pratiquant un art ou en étant en mode réceptif. Donc voilà, l'art, vous pouvez en abuser, en faire, en écouter, en voir. Ça, si vous êtes sujette au stress, et je pense que tous les êtres humains sont sujets au stress malheureusement, eh bien faites rentrer de l'art dans votre vie. Ensuite, qu'est-ce que ça provoque de contempler une œuvre d'art, donc d'aller voir une exposition, d'aller dans un musée? Eh bien ça provoque une libération de la dopamine. Le circuit de la récompense s'active, procurant une sensation de plaisir similaire à celle d'un repas apprécié. Un bon repas, ça vous fait du bien, regardez une œuvre d'art, c'est pareil. Ou alors une rencontre chaleureuse, rencontrer quelqu'un qui vous fait rire, qui vous fait du bien, eh bien vous allez avoir les mêmes bénéfices. Troisièmement, ça provoque également une résonance corporelle. Devant une sculpture ou une danse, nos neurones miroirs s'activent. Nous ressentons le mouvement ou la tension dans une œuvre dans notre propre corps. On est vraiment en résonance par rapport à l'œuvre que l'on contemple. On ressent les choses et on vit les choses en miroir. Et puis ça provoque de la neuroplasticité, ça active la neuroplasticité puisque l'art stimule de nouvelles connexions neuronales, aidant à la résilience face au traumatisme par exemple. Alors ça, ce sont les propos de Pierre Lemarquis, c'est son livre L'art qui guérit. Mais le rapport de l'OMS corrobore ces points en soulignant que ces réponses physiologiques ne sont pas anecdotiques. Elles participent à la prévention des maladies chroniques liées au stress. Alors comme le dit Lemarquis, l'art n'est pas un luxe, c'est un entraînement cérébral qui maintient notre plasticité neuronale essentielle à tout âge. Alors effectivement, l'art est bénéfique à tout âge. Il nous suit tout au long de la vie. Pratiquer un art, c'est être actif dans la création. Peindre, chanter, écrire, jouer d'un instrument. Ou être réceptif, aller au cinéma, au théâtre, au concert, lire un livre, écouter de la musique, et tant d'autres choses. Ces activités apportent des bienfaits que l'on soit créateur ou simple spectateur, que l'art soit choisi par la personne ou orienté par un professionnel, puisqu'un professionnel peut effectivement, on y reviendra plus tard, mais vous prescrire de l'art. Alors, je vais passer un peu les différents âges de la vie. Dès la naissance, l'OMS rappelle que la musique favorise le lien mère-enfant et également le langage. Lemarquis ajoute que la stimulation sensorielle précoce par l'art aide à structurer les réseaux neuronaux du nourrisson, créant un socle émotionnel solide.
et la lecture d'histoire le soir, moi j'adorais qu'on me lise des histoires, eh ben, elle contribue à améliorer le sommeil. Finalement, c'est simple mais crucial. Ensuite, chez les enfants et les adolescents, les activités artistiques soutiennent les compétences émotionnelles et développent l'altruisme en classe, ainsi que leur créativité. Donc je dis l'altruisme en classe, mais bien sûr ça va se développer en dehors également, mais on va le constater beaucoup dans le groupe de la classe, le groupe scolaire. Une étude de 2017 a montré que pour les adolescents en milieu urbain, l'éducation par les pairs via le théâtre peut réduire l'exposition à la violence, améliorer le bien-être et aider à prendre des décisions plus responsables. Donc là, vous voyez, la pratique du théâtre, c'était de sacrés bénéfices. Bon, bénéfices, ouais, j'ai bien fait plutôt. Alors, ensuite, vers la fin de la vie, face au vieillissement et à la maladie, c'est peut-être ici que les chiffres sont les plus frappants. Le rapport de l'OMS indique que le fait d'aller au musée, au théâtre ou au cinéma plusieurs fois par an réduit le risque de dépression de 32% quand même. Et ce taux monte à 42% pour ceux qui y vont une fois par mois. Donc ne vous privez pas, allez-y une fois par mois, vous avez 42% de risque en moins de faire une dépression. Donc, super bénéfice pour la santé mentale. De plus, ces visites culturelles, réduisent le risque de déclin cognitif et luttent contre la sédentarité. Ouais, ça, on n'y pense pas, mais au lieu d'aller faire du sport, se déplacer, aller dans un musée, visiter une exposition, on est mobile, actif physiquement. Donc Pierre Lemarquis, dans ses travaux sur la musique et Alzheimer, il s'est spécialisé aussi dans la maladie d'Alzheimer, montre que la musique peut réveiller des mémoires que l'on croyait perdues. Alors ça, c'est quelque chose que je constate dans mes accompagnements en EHPAD. Cette année, j'utilise beaucoup la musique. Et c'est vrai que la musique, c'est un langage universel qui va réveiller beaucoup de choses chez la personne âgée, y compris chez les personnes atteintes d'Alzheimer. Alors pourquoi ? Parce que les zones cérébrales traitant la musique et l'émotion sont souvent épargnées par la maladie plus longtemps que celles du langage. Alors, Lemarquis cite l'exemple des patients atteints d'Alzheimer qui, incapables de former une phrase, peuvent chanter intégralement des airs de leur jeunesse. Voilà, d'un seul coup, les mots sortent, de manière vraiment... on sent qu'il y a un automatisme qui revient, une mémoire. La musique agit alors comme une clé pour ouvrir temporairement la porte de la mémoire et de l'identité. Voilà, ça déverrouille quelque chose dans le cerveau, dans les souvenirs, dans la mémoire. Et c'est d'ailleurs assez fascinant à vivre cette expérience. En décembre 2019, l'University College of London a également publié une étude sur l'impact de l'art sur la santé, et plus précisément sur l'espérance de vie. En analysant les données de plus de 6000 adultes âgés de plus de 50 ans, collectées entre 2002 et 2014, les chercheurs ont pu observer les bénéfices d'une fréquentation régulière des lieux culturels sur la santé. Selon les résultats, les personnes enquêtées ayant affirmé visiter fréquemment des musées, théâtres et concerts auraient 31% moins de chances de décéder durant la période observée par rapport à ceux qui ne fréquentent pas ces espaces de culture. Ça fait un peu frémir parce qu'on se dit... on va pas mourir parce qu'on ne va pas avoir de l'art, mais bon, on se dit waouh, quand même 31% sur la même période donnée, si vous fréquentez des musées, du théâtre, des concerts, vous aurez plus de chances de survie finalement. C'est assez incroyable. Enfin moi en tout cas, ces chiffres me scotchent un peu. Finalement, que ce soit pour un adolescent en crise, même s'ils ne sont pas toujours en crise, moi j'adore les ados alors... Mais voilà, la période difficile de l'adolescence, un adulte en burn-out ou une personne âgée isolée, l'art offre un espace de régulation émotionnelle unique, validé tant par les statistiques de santé publique que par les neurosciences.
Donc allez-y, hein. Foncez, on y va, on va tous, j'espère que vous avez tous envie d'aller au musée ou aller à un concert ou tout simplement écouter de la musique chez vous, tranquille, commencer à bouger également, danser. Vous pouvez avoir une danse intuitive, hein, tout simplement, si vous croyez ne pas danser, savoir danser, pardon, eh bien, il suffit juste de bouger, voilà. On bouge un peu les bras, voilà. Même assis, on peut danser. Donc ça, c'est top. Finalement, l'art, on peut l'avoir partout. Il s'emporte avec nous partout. Voilà, la musique, que ce soit dans la voiture, avec des écouteurs, avec son téléphone, sur ordinateur quand on travaille. Alors ça, c'est pour ça que la musique, elle est vraiment... Enfin, c'est une des pratiques artistiques la plus, j'allais dire la plus convoitée et la plus universelle, je crois, parce qu'on peut... On peut l'avoir à tout moment de vie, en se couchant, on peut écouter, voilà, tranquillement aussi. C'est très, très flexible finalement la musique. On peut l'amener dans des ateliers, avec des patients, avec des collègues, enfin, on peut l'amener partout. Alors, je vous ai parlé de la réception, mais qu'en est-il de la création ? Le rapport de l'OMS insiste sur le rôle des arts dans le rétablissement des personnes concernées par les troubles psychiques. La création permet de modifier la vision de soi, de reprendre du pouvoir sur son histoire. Pierre Lemarquis renforce cet argument par la neurobiologie. Créer, c'est activer massivement son cerveau. Que ce soit peindre, écrire ou jouer d'un instrument, cela demande une coordination sensorimotrice et cognitive intense. C'est un dépassement de soi qui permet une réhabilitation. Alors moi j'aime bien employer l'expression créer c'est exister. Alors moi ça m'apporte tellement un souffle vital que vraiment je ne peux pas me passer de la création sous toutes ses formes. Alors si regarder une œuvre apaise, créer transforme. La pratique active d'un art n'est pas un loisir passif. Elle agit, cette pratique artistique, sur 3 niveaux fondamentaux. Reprendre le contrôle. En effet, dans la maladie, la dépression ou le trauma, on subit souvent son corps et ses émotions. On se sent impuissant. Et bien créer, c'est prendre une décision. Choisir une couleur, poser une note, écrire un mot, c'est agir sur la matière. Cela restaure le sentiment de contrôle et d'efficacité personnelle. Le bénéfice, on passe du statut de patient qui subit à celui de créateur qui agit. Cela reconstruit l'estime de soi et la confiance en ses capacités. Deuxièmement, ça permet d'exprimer l'indicible. Certaines souffrances sont trop lourdes ou trop complexes pour être dites avec des mots. L'art offre alors un langage alternatif. La peinture, la musique ou le théâtre permettent d'extérioriser la douleur, la colère ou la peur sans avoir besoin de les verbaliser directement. C'est ce qu'on appelle la sublimation, j'adore ce mot. Transformer une émotion brute en quelque chose de beau ou de significatif. Sublimé par l'art. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'adore vraiment, c'est doux à mes oreilles. Le bénéfice de cette sublimation, ça libère une pression interne, réduit l'anxiété et permet de prendre du recul sur son vécu. On dépose le fardeau sur la toile, la partition, quelle que soit l'activité artistique, pour mieux le regarder. Et enfin, cela permet d'ancrer le corps et l'esprit dans le présent, ce qu'on va nommer chez les créatifs l'état de flow. Le stress et la dépression nous projettent souvent dans le passé, on a des regrets, ou le futur avec des angoisses. Mais la création demande une concentration totale. Quand on modèle de l'argile, qu'on danse, qu'on joue d'un instrument, le cerveau entre dans un état de flow, un mot anglais qui veut dire fluidité. On est pleinement dans l'instant, connecté à ses sens et à son corps.
Et là encore, le bénéfice, un nouveau bénéfice, c'est une pause mentale qui coupe le cycle des ruminations anxieuses. Physiologiquement, cet état de concentration active le système de récompense du cerveau, donc la dopamine, on en a parlé tout à l'heure, procurant un sentiment de plaisir, d'accomplissement immédiat. En résumé, créer, c'est un acte de résistance. Je suis sûre que vous n'aviez pas pensé la création, la créativité, la création, l'art en ces termes-là, mais ouais, c'est un acte de résistance et c'est quelque chose auquel je pense de plus en plus. Et cet acte vous dit, je suis encore là, je peux encore faire advenir quelque chose de nouveau. Je suis là, présent, et je peux faire quelque chose de nouveau avec l'art. Et l'art va m'insuffler cette dynamique dans ma vie également. C'est en tout cas avec la méthode Zentangle, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que mes élèves expérimentent, ce qu'on appelle la philosophie Zentangle, que ce soit no mistakes, donc pas d'erreur, uniquement des opportunités, que ce soit ralentir, slow down, que ce soit la partie contemplation, gratitude, voilà, eh bien, ça nous permet d'avancer aussi dans la vie. On va l'appliquer dans notre art, mais tout ça va s'imprégner pour nous aider à oser, à entreprendre, par exemple. Et comme dans la méthode Zentangle, mais en général dans l'art, ça devrait être toujours comme ça, mais je sais qu'il y a une pratique d'art un peu élitiste et beaucoup de jugement dans ce milieu-là aussi, eh bien ce n'est pas la qualité de l'œuvre qui va compter, mais le fait de l'avoir faite. En tout cas, le bénéfice, tous les bénéfices que j'ai cités, ce n'est pas la beauté finale ou la qualité de l'œuvre, la qualité qui va être jugée par quelqu'un d'extérieur ou vous-même, vous allez avoir un jugement, eh bien c'est pas ce qui compte. C'est vraiment le fait d'avoir agi, d'avoir créé qui va tout changer, qui va vous apporter tous ces bénéfices. Alors on arrive doucement vers la fin de ce podcast, mais avant de terminer, je voulais vous parler d'initiatives concrètes en France, pour que ça ne reste pas théorique. Effectivement, il y a de nombreuses initiatives en France qui existent. En tout cas, elles se sont développées ces dernières années. Alors vous avez les programmes Culture et Santé, qui permettent de monter des projets artistiques dans les hôpitaux. Vous avez les ordonnances muséales. Vous allez entendre un nouveau terme qui est muséothérapie. Certains musées ont vraiment des services dédiés à cette muséothérapie. Et ce sont des professionnels de santé qui prescrivent des visites de musées gratuites en complément des soins qu'ils reçoivent, que les patients reçoivent. Je reviendrai plus en détail sur ce point-là. Il y a également le dispositif Culture Relax pour les personnes en situation de handicap ou avec des comportements atypiques afin d'assister à des séances dans un cadre adapté. Des associations comme Bibliothèques sans frontières ou le festival C'est pas du luxe qui mêlent création artistique, personnes en précarité et institutions culturelles. Alors, je voulais revenir sur la prescription muséale, ordonnance muséale ou muséothérapie, selon, vous allez avoir différentes nominations. Alors, c'est tout simplement la possibilité pour un professionnel de santé, médecin, psychologue, même des infirmiers, j'imagine, ou des travailleurs sociaux, donc dans le travail social, de prescrire une visite gratuite dans un musée à un patient, au même titre qu'un médicament ou une séance de kiné. Alors voici comment ça fonctionne concrètement et pourquoi c'est efficace et où cela se pratique en France en 2026. Alors d'abord le concept, la culture comme médicament, même si bien sûr ce n'est pas... attention, ça ne remplace pas votre visite chez le médecin et les soins que dont vous pouvez avoir besoin.
si vous avez une maladie. Voilà. Consultez un médecin, bien sûr, mais ça vient en complément. D'ailleurs, les médecins vont pouvoir vous prescrire cette ordonnance culture. Alors, l'idée n'est pas voilà, de remplacer les soins traditionnels, comme je vous le dis, mais de les compléter. Alors, qui prescrit? Votre médecin traitant, un psychiatre, un psychologue, et parfois même un travailleur social. Alors, c'est pour qui? Pour toute personne souffrant de stress, d'anxiété, de dépression légère à modérée, de burn-out ou simplement en situation d'isolement social. Simplement. Ça peut être très compliqué aussi, l'isolement social. C'est aussi utilisé en appui dans des parcours de soins en addictologie ou en psychiatrie. Alors comment en bénéficier, comment ça se passe? Le professionnel vous remet un document. Ça peut être sous forme d'un chéquier culturel ou une ordonnance spécifique. Ce document vous donne droit à l'entrée gratuite dans un ou plusieurs musées partenaires, souvent accompagné de vos proches, généralement 2 personnes. Mais ça, c'est encore à vérifier, ça dépend, je pense, de l'ordonnance. Car le lien social est aussi important que la visite elle-même. Donc on va encourager effectivement le lien social, en plus du bénéfice de l'art. Alors pourquoi ça marche? Quels sont les bienfaits? Alors c'est pas du bien-être vague, c'est vraiment de la santé publique appuyée par des sciences, les neurosciences, la psychologie. Et bien pourquoi ça marche? Il y a rupture avec le quotidien. Le musée est un lieu hors du temps. Ça rompt vraiment avec ce que vous avez l'habitude, votre maison, votre appartement, votre lieu de travail. Ça va être un lieu donc hors du temps, calme aussi, qui offre une respiration mentale loin des soucis du quotidien ou de l'environnement hospitalier, si vous êtes hospitalisé. Ça génère également une stimulation cognitive et émotionnelle, comme l'expliquent les neurosciences et le rapport de l'OMS dont je vous ai parlé au début. Contempler une œuvre active les circuits de la récompense, la dopamine, et réduit le cortisol. Là, on l'a déjà vu ensemble aussi, mais je préfère le répéter dans le cadre de ce dispositif. Cela force le cerveau à se concentrer sur autre chose que sa douleur. Ouais, ça aussi, ça permet de ressentir moins la douleur parce que le cerveau va être concentré sur autre chose, sur la contemplation d'une œuvre. Ça également, ça permet la recréation du lien social, parce qu'on y va avec des proches ou lors d'ateliers guidés par des professionnels, des médiateurs, des art-thérapeutes, souvent maintenant qui interviennent en muséothérapie. Ça peut être des art-thérapeutes qui interviennent dans les établissements. Et ça permet aussi de sortir d'autres préoccupations. On va parler de l'œuvre plutôt que de sa maladie. Donc on change de sujet, on change d'axe dans son quotidien. Ça renforce également l'estime de soi. Se rendre dans un lieu culturel, c'est se réapproprier un droit citoyen, se sentir capable de sortir de chez soi. Ce qui pouvait être pratiquement impossible pour certaines personnes. Eh bien, on va encourager la sortie dans des lieux culturels, sortir de chez soi. Alors, vous posez peut-être la question, où trouver ces ordonnances muséales? C'est un dispositif qui n'est pas encore uniforme sur tout le territoire. Mais en tout cas, ce dispositif s'accélère fortement depuis 2025 grâce à des initiatives locales et régionales. Vous avez par exemple les Yvelines, le département 78, c'est l'un des départements les plus actifs avec des programmes structurés par le conseil départemental qui permettent de commander des chéquiers musées. Et puis vous avez le Nord avec Lille, un partenariat fort qui existe entre le CHU de Lille et le Palais des Beaux-Arts. Il y a des conventions qui permettent un suivi régulier, parfois couplé à des ateliers de pratique artistique. Vous allez trouver des initiatives locales dans des hôpitaux qui mettent en place des conventions avec des musées locaux. Donc regardez un petit peu près de chez vous si c'est le cas. Vous aurez, en tout cas les musées, regardez les sites de musées ou déplacez-vous dans les musées, ils ont souvent un label, ils affichent en fait ce dispositif sur leur site, c'est souvent assez promu et visible.
Voilà, en gros, c'est vraiment, c'est un dispositif quand même national, mais qui, vous voyez, va rayonner localement en fonction d'où vous trouvez. Donc vous n'avez peut-être pas, malheureusement, j'allais dire, ce dispositif près de chez vous, mais ça vaut le coup de se renseigner. Alors comment en bénéficier? Si vous pensez que cela pourrait vous aider ou aider un proche, ben, d'abord parlez-en à votre soignant. Lors de votre prochaine consultation, évoquez votre envie de sortir, de vous changer les idées. Demandez-lui s'il connaît le dispositif de prescription muséale dans votre département. Et lui sera à même de vous prescrire ce chéquier. Également, renseignez-vous localement, ce que je vous ai dit précédemment. Certains musées affichent directement le partenariat santé-culture sur leur site web. Et puis peut-être aller aussi vers les associations, les centres sociaux, les travailleurs sociaux. Si vous êtes suivi par un travailleur social ou une association de santé mentale, ils sont souvent les premiers informés sur ces dispositifs locaux. Donc parlez-en autour de vous et je trouve que voilà, c'est vraiment un dispositif super. La contemplation de l'art, utiliser l'art dans les musées, dans les institutions pour aller mieux. Pour lutter contre l'isolement, la dépression, c'est vraiment super. Moi, j'ai pas eu l'occasion de suivre un de ces dispositifs, mais j'avoue que ça me tenterait bien en tant que professionnel de participer à ce dispositif. Donc, je suis ça de près. Voilà. Donc, désolé peut-être pour les petits bruits. C'est vrai que j'étais face à mon micro. Je suis passée en mode thé pour me réchauffer un peu. C'est bientôt le printemps, mais ici c'est grisou aujourd'hui, hein, un petit peu de pluie. Hein, donc voilà. Donc, avec mes bagues, ça fait clic-clic. J'espère que ça a été sur le son. Alors, place à la conclusion. Pour conclure, on peut dire que l'art ne doit plus être vu comme une activité de loisir secondaire. En tout cas, j'espère que vous en êtes convaincus après ce podcast, mais comme un déterminant majeur de la santé, validé scientifiquement. On aime bien, hein, nous en France, pas qu'en France, hein, mais on aime bien que ça soit validé scientifiquement. Moi, c'est quelque chose que je ressens fortement. Et j'ai pas forcément besoin de la validation scientifique. Je fais partie de ces esprits libres qui font peut-être plus confiance à leur expérience, à leur ressenti. Souvent, effectivement, la science vient après valider ce que j'ai pressenti, ma forte intuition, mes convictions. Donc c'est appréciable, hein, bien sûr, d'avoir des validations scientifiques. Mais en tout cas, voilà, quand vous sentez quelque chose, ça a aussi de la valeur, ce que je veux vous dire. Donc, j'aime bien l'expression de Le Marquis dans son ouvrage. Il utilise une formule forte. L'art sculpte et caresse notre cerveau. Donc, finalement, l'art est un outil efficace, accessible et souvent économique. Pas tout le temps, mais c'est quand même un loisir accessible et économiquement aussi, si on restreint sa palette d'art créatif. Une visite au musée ne coûte pas plus cher qu'aller au cinéma, par exemple. Le cinéma est aujourd'hui assez excessif dans ses tarifs, je trouve, même si ça reste consommer de l'art. Mais voilà, une petite visite au musée. Il y a souvent aussi des opérations gratuites. Les entrées au musée peuvent être gratuites le premier dimanche du mois, par exemple, où votre ville va faire un pass culture et vous allez pouvoir bénéficier d'entrées gratuites, comme c'est le cas, moi, ici à Troyes. Il y a un pass 3 pour les habitants de la ville. Donc regardez aussi autour de vous, hein, c'est pas forcément payant ou si cher qu'on imagine hein, de rentrer dans des milieux artistiques, culturels. Donc un outil qui permet de s'attaquer à des problèmes complexes comme l'isolement, la dépression ou le déclin cognitif. Voilà, donc à tous les âges de la vie, à toutes les périodes de la vie, on peut être concerné. Et donc c'est pour ça que pour moi, la pratique de l'art, elle ne me quittera jamais. Et tant mieux si elle peut m'aider dans des périodes difficiles. Et j'espère la garder jusqu'à la fin de ma vie et que je pourrai encore dessiner, chanter, ça c'est sûr. Vous voyez, la chanson, même quand on a une maladie comme Alzheimer, eh bien, on se souvient C'est vrai que les paroles de chansons, c'est assez magique. On s'en souvient
même sans le vouloir, ça sort tout seul, vous mettez la musique. Des fois, je m'appelle le petit jukebox, le jukebox musical, ça sort. Je ne sais pas d'où viennent ces paroles, je ne sais pas comment je les ai stockées, mais elles sont là. Et donc, pour revenir à l'OMS, notre organisme de santé, eh bien, il émet plusieurs recommandations claires. Renforcer les collaborations entre les mondes de la culture et de la santé. Rendre l'art accessible à tous, partout, tout au long de la vie. Voilà, c'est un magnifique programme. Les arts ne sont pas une solution miracle isolée, mais un complément précieux aux approches traditionnelles. Ils constituent un pilier pour une société plus inclusive et résiliente également. La culture est donc un puissant levier d'émancipation, de dignité, de citoyenneté. Alors pour vous, ça va être quoi l'ordonnance cette semaine? Peut-être une visite au musée, musée du coin, musée de chez vous, pour activer vos neurones miroirs, un moment d'écoute musicale attentive pour faire baisser votre cortisol, ou l'achat d'un carnet pour dessiner. En tout cas, je vous souhaite de vous ouvrir aux arts pour le bien de votre santé mentale. Et n'oubliez pas la proposition que je vous ai faite, vous pouvez, en dessous de la vidéo, vous allez avoir un lien. Enfin, en tout cas, ce sera le premier lien. S'il y en a d'autres, il y en aura probablement d'autres. Le premier lien, ça sera pour aller profiter. Je ne vais pas télécharger parce qu'il n'est pas téléchargeable, mais en tout cas, vous aurez accès à une page où il y a une vidéo. Et cette vidéo, c'est un atelier d'initiation à la méthode Zentangle. Donc, si vous ne connaissez pas, eh bien, je vous invite à y aller. C'est avec grande joie que je partagerai une de mes passions avec vous. Alors merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Et pour aller plus loin, vous pouvez consulter les ressources que je partage sous la vidéo. Donc en plus de cet atelier gratuit que je vous offre, vous allez avoir des références bibliographiques, des sites web, pour aller plus loin dans cette analyse, dans cette réflexion. Et consulter aussi les sources qui m'ont inspiré ce podcast. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez soin de vous. À très vite. Bye.